Ils l'ont appelé « conjonction supérieure », un terme scientifique stérile pour désigner le moment où 3I Atlas a disparu derrière le disque aveuglant du Soleil. Pour le monde, c'était une pause. Pour les astronomes, un angle mort. Pour ceux qui sentaient le bourdonnement dans leurs os, c'était le souffle retenu avant un plongeon dans l'inconnu. Les chaînes officielles se sont tues, diffusant des messages rassurants selon lesquels l'observation était impossible et que nous reverrions la comète dans quelques semaines. Ils mentaient. Ils ne pouvaient pas la voir dans le spectre optique, mais ils écoutaient désespérément, avec d'autres oreilles. Les observatoires d'ondes gravitationnelles, LIGO et Virgo, construits pour détecter les collisions de trous noirs à des milliards d'années-lumière, ont soudainement commencé à enregistrer un signal local. Ce n'était pas un pic aigu, mais un bruit sourd, calme et rythmé. Un battement de cœur. Il provenait de derrière le Soleil, d'un point où il ne devrait y avoir rien d'autre que l'étoile elle-même et un minuscule morceau de glace. La masse de 3I Atlas était trop infime pour déformer suffisamment l'espace-temps pour être entendue. Mais les détecteurs ne mentaient pas. Pire encore, les télescopes à neutrinos. Des réservoirs géants enfouis profondément sous la glace de l'Antarctique, qui surveillaient le flux de neutrinos provenant du cœur du Soleil, ont commencé à montrer un déficit. Quelque chose derrière le Soleil ne se contentait pas de bloquer les neutrinos, il les absorbait. Le flux de particules qui avait traversé sans obstacle toute matière pendant des milliards d'années avait diminué de 0,013%. Ce chiffre semblait insignifiant, mais les physiciens comprirent. Pour arrêter un neutrino, il fallait une densité qui n'existe pas dans la nature, ou une technologie que nous ne pouvons imaginer. Et puis, le Soleil lui-même commença à avoir de la fièvre. Du côté tourné vers la Terre, l'étoile était calme. Mais les satellites qui surveillaient son côté opposé transmettaient une image chaotique. Des boucles coronales, des arcs magnétiques de la taille de dizaines de terres commencèrent à se contracter et à se rompre. Les éruptions solaires n'étaient pas chaotiques, mais suivaient une séquence étrange. Elles n'étaient pas dirigées vers l'extérieur, mais sur les côtés, comme si le Soleil essayait de repousser quelque chose d'invisible, comme s'il combattait un prédateur. Le rapport le plus terrifiant venait des héliosismologues, ces personnes qui étudient les vibrations de la surface solaire. Ils ont découvert que l'influence gravitationnelle derrière le Soleil était 2 fois plus forte qu'elle n'aurait dû l'être à partir de 3I Atlas seul. Les calculs ne concordaient pas. Les mathématiques indiquaient clairement qu'il n'y avait pas un seul objet dans la zone aveugle, mais 2. Le second était un fantôme gravitationnel. Il était invisible, il ne rayonnait pas, mais il avait un poids. Sur Terre, la résonance mystique passa à un nouveau niveau. Le bourdonnement devint bicolore, dissonant. Les gens commencèrent à rêver non seulement d'un soleil noir, mais de 2 soleils se dévorant l'un l'autre dans une danse lente. Les tempêtes géomagnétiques devinrent permanentes. Elles ne dépendaient plus des éruptions solaires. Leur pic coïncidait désormais précisément avec les moments où la Terre, le Soleil et le point invisible derrière lui s'alignaient. Et puis, au point culminant de la conjonction, cela s'est produit. Une impulsion radio a frappé depuis l'arrière du Soleil. Une seule impulsion, puissante, parfaitement structurée. Ce n'était pas un bruit naturel. C'était une transmission mathématiquement complexe contenant des nombres premiers, la constante pi, et quelque chose qui ressemblait à une carte en 3 dimensions. Elle a duré 72 secondes. Les satellites militaires l'ont détectée. Les radiotélescopes l'ont enregistré. En moins d'1 heure, toutes les données ont été classées confidentielles. Mais il était trop tard. Des dizaines d'opérateurs indépendants à travers le monde l'avaient entendu. Le silence était rompu. Le monde s'est figé dans l'attente. Quoi que puisse émerger derrière le disque solaire aveuglant, ce ne serait plus le même 3I Atlas qui avait disparu là quelques semaines auparavant. Ce serait quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait traversé le feu et renaît de ses cendres, quelque chose qui n'était désormais plus seul. Le jour où 3I Atlas devait réapparaître est devenu le plus long de l'histoire de la science moderne. Tous les télescopes, du Hubble aux minuscules observatoires installés sur les toits, étaient braqués sur un seul point du ciel éblouissant. Ils attendaient. La première chose qui est apparue n'était pas l'objet, mais son effet. Le bord de la couronne solaire s'est courbé plus fortement que prévu. La lumière des étoiles lointaines passant à proximité scintillait, comme si elle était vue à travers de l'air surchauffé. Puis, lentement, une lumière émergea de derrière le bord du disque solaire. Mais ce n'était pas une seule lumière. Il y en avait 2. 2 points. L'un était le reflet bleu vif familier de 3I Atlas, brillant encore plus intensément qu'auparavant. Le second était une tache sombre, presque noire, à peine perceptible, à côté de lui. Il ne brillait pas, il absorbait la lumière. Les télescopes ne le voyaient que comme un trou dans le rayonnement de fond.
Ils se déplaçaient ensemble, pas seulement côte à côte, mais dans une lente valse gravitationnelle. Ils orbitaient autour d'un centre de masse commun, comme une seule et même machine céleste terrifiante. Le fantôme gravitationnel avait désormais un corps. Sur Terre, le chaos mystique explosa. Le bourdonnement bicolore devint une symphonie assourdissante de dissonances qui rendait les gens fous. Les systèmes électroniques du monde entier commencèrent à tomber en panne, souffrant d'interférences de phase. Les signaux GPS sautaient entre deux points. Les marchés financiers affichaient simultanément deux cours boursiers différents pendant quelques fractions de secondes. C'était comme si deux versions de la réalité essayaient de se remplacer l'une l'autre. Les rêves devinrent encore plus clairs. Les gens voyaient deux objets. Le premier, un vaisseau de lumière, traînant une traînée de métal ionisé. Le second, son frère sombre, une prison de ténèbres, traînant un sillage d'espace déformé. Puis, un astrophysicien, travaillant dans un observatoire isolé dans le désert chilien, comprit la véritable nature de la catastrophe. Il introduisit les paramètres des deux objets dans une simulation. Leur masse, leur trajectoire, leur étrange résonance. Et l'ordinateur a produit un résultat qui lui a coupé le souffle. Les deux objets ne faisaient pas que passer. Leur résonance gravitationnelle combinée créait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Une anomalie stable. Un troisième point gravitationnel dans le système, une ancre gravitationnelle qui s'était accrochée à la structure de l'espace-temps au sein du système solaire. Ils n'allaient pas nous percuter. Leur plan était bien plus élégant et terrifiant. Ils allaient nous déplacer. Cette ancre gravitationnelle commença à affecter subtilement mais inexorablement les orbites des planètes intérieures. Au début, de quelques centièmes de %, puis de quelques dixièmes. La Terre commença à dévier de sa trajectoire habituelle. La catastrophe n'était pas un Armagédon enflammé, c'était une mort lente et froide. Un changement d'orbite de quelques fractions de % signifiait un changement de climat. Les glaciers commenceraient à fondre ou, au contraire, à avancer. Le niveau des océans allait changer. Les saisons allaient se décaler. En quelques décennies, la Terre allait devenir soit un désert brûlant comme Vénus, soit une boule gelée comme Mars. Nous étions devenus les passagers d'une planète dont la trajectoire était réécrite en temps réel. Et il n'existait aucune arme contre un changement des lois fondamentales de la physique. Dans les dernières images nettes obtenues par le télescope Webb, les astronomes ont vu un dernier détail effrayant. La surface du jumeau sombre n'était pas lisse. Elle était recouverte de structures géométriquement régulières, ressemblant à des villes en pleine croissance et en pleine reconfiguration. 3i Atlas était le moteur et le phare. Son frère sombre était le passager, ou la cargaison. La dernière transmission qu'ils ont réussi à déchiffrer à partir de l'impulsion radio ne contenait aucun mot. Il s'agissait simplement d'un ensemble de coordonnées et de vecteurs, un manuel de construction, un plan de terraformation. Seulement, l'objet de la terraformation n'était pas une planète, mais le système solaire lui-même. L'humanité avait enfin reçu la preuve qu'elle n'était pas seule dans l'univers. Mais cette connaissance s'accompagnait de la prise de conscience que pour ces architectes stellaires, nous n'étions rien de plus que de la poussière sur un chantier de construction. De la poussière qui serait bientôt balayée pour faire place à un monde nouveau, plus parfait. L'apocalypse avait commencé. Et elle était silencieuse, majestueuse et tout à fait inexorable. Lorsque le monde a accepté que 3i Atlas n'était plus seul, il était déjà trop tard pour prétendre qu'il s'agissait simplement d'une autre comète intéressante. Le système double était apparu derrière le Soleil comme une lente révélation, un noyau bleu électrique flamboyant enveloppé d'une chevelure furieuse et une ombre dévorant la lumière enfermée à ses côtés, tous deux tournant autour d'un point dans l'espace vide qui n'aurait dû être occupé par rien. Les télescopes y voyaient une violation obscène de la symétrie, une paire d'yeux dépareillés fixant les planètes intérieures. La presse la qualifiait de comète binaire. Ceux qui comprenaient les chiffres savaient mieux. Ils regardaient une machine. La première preuve est venue des orbites. Pendant des siècles, les mouvements des planètes intérieures avaient été l'horloge la plus précise dont disposait l'humanité. Mercure, Vénus, Terre, Mars, toutes suivaient des trajectoires qui pouvaient être prédites à la fraction de seconde près. Puis, discrètement au début, ces prédictions ont commencé à dévier. Mercure est arrivé au périhélie avec un battement de cœur d'avance. Mars a pris un battement de cœur et demi de retard. Au début, ces écarts ont été attribués à des erreurs de mesure et à des ajustements du modèle, jusqu'à ce qu'un jeune spécialiste de la dynamique les superpose à l'éphéméride de 3i Atlas et de son jumeau sombre. Le schéma est apparu comme une évidence.
Chaque écart correspondait au passage du système jumeau à travers certaines géométries critiques, moment où son champ gravitationnel, modulé par cette danse impossible, croisait les résonances naturelles des planètes. C'était comme regarder un enfant pousser une balançoire, de minuscules coups parfaitement synchronisés qui, après suffisamment de cycles, faisaient passer le siège au-dessus de la barre. À l'échelle cosmique, ces poussées étaient microscopiques. À l'échelle humaine, des décennies, des siècles, elles étaient mortelles. L'orbite de la Terre n'était pas une ligne gravée dans la pierre. C'était un point d'équilibre sur le fil du rasoir entre des forces contraires. Il suffisait de modifier cet équilibre d'un demi% pour que le fragile équilibre climatique s'effondre. Les modèles qui s'inquiétaient autrefois d'un réchauffement climatique d'un demi-degré montraient désormais quelque chose de bien pire. Dans une branche de l'arbre de simulation, les hivers s'allongeaient d'année en année jusqu'à ce que les océans soient recouverts de glace, transformant les zones tempérées en déserts hurlant de vent et de poussière gelée. Dans une autre, les étés s'intensifiaient, les moussons disparaissaient et les températures humides dépassaient ce que le corps humain pouvait supporter à l'air libre. La seule constante dans toutes les simulations était que l'ancienne Terre, celle qui avait abrité des villes, des cultures et des mythes, ne survivrait pas au siècle. Et pourtant, en surface, la vie continuait. Les marchés ouvraient chaque matin. Les feux de circulation passaient du rouge au vert. Les flux, les podcasts et les publicités retentissaient comme si rien n'avait changé. La catastrophe qui approchait était trop grande pour être visible de l'intérieur, comme une courbure dans l'espace-temps qui ne devenait visible que lorsque l'on prenait suffisamment de recul. Les rares personnes qui l'ont vue, pour de vrai, dans les mathématiques, dans le code, dans le silence terrifié qui a suivi la fin de la dernière ligne d'une simulation, se sont retrouvés face à un choix auquel leur éducation ne les avait jamais préparés. Faut-il dire à 8 milliards de personnes que le ciel lui-même est en train d'être réécrit? Ou faut-il commencer discrètement à construire des arches? Le côté mystique de la crise, considéré pendant des mois comme un bruit de fond, a pris une importance brutale et sinistre. Le bourdonnement à deux tons qui était autrefois l'apanage des insomniaques et des forums marginaux apparaissait désormais dans les données concrètes. Les sismographes, conçus pour écouter le lent frottement des plaques tectoniques, ont commencé à capter une modulation à haute fréquence qui n'avait rien à voir avec les tremblements de terre. Les magnétomètres du monde entier, des stations de recherche aux camions de prospection des compagnies pétrolières, ont signalé le même rythme, un motif d'interférence ascendant et descendant qui correspondait avec une précision écœurante à la période orbitale du binaire 3i Atlas. C'était comme si la planète entière était devenue un tambour et que quelque chose là-haut tendait lentement la peau. Les personnes vivant sous d'anciennes lignes de faille, la ceinture du Pacifique, l'Himalaya, le bassin méditerranéen, ont commencé à signaler un nouveau type de prémonition. Il ne s'agissait pas de la peur ancestrale des secousses terrestres, mais d'un vertige qui frappait même lorsque la Terre était immobile. Le sentiment que le bas n'était plus une direction fixe, mais une suggestion. Les oiseaux volaient en cercle parfait jusqu'à s'effondrer. Les baleines déviaient de leur migration pour suivre des traces invisibles qui, sur les cartes ultérieures, retraçaient le nœud gravitationnel actuel du jumeau. La composante sombre de la paire devint la principale obsession. Au début, les astronomes ont essayé de le traiter comme un astéroïde très étrange. Pas d'albédo, pas de raie d'émission, pas de signature thermique notable. Mais alors que 3i Atlas perdait davantage de matière près du Soleil, l'ombre, elle, ne changeait pas. Pas de comète, pas de jet, pas de poussière. Elle restait un trou, une silhouette découpée dans le ciel en arrière-plan. Les signaux radars s'y évanouissaient, comme si les ondes tombaient du bord de l'univers. Lorsque James Webb a finalement capté un reflet oblique dans l'infrarouge moyen, le spectre a failli briser le pipeline. La surface n'était ni de la roche, ni de la glace, ni du métal tel que le connaissait l'industrie humaine. Le reflet est revenu fragmenté en bandes étroites et répétitives, comme les dents d'un engrenage. Chaque bande correspondait à un matériau structuré différent, disposé en couches à des profondeurs précises. Des composites qui n'auraient pu se former dans aucun fourneau naturel, disposés en treillis pour maximiser la résistance, la dissipation thermique et, plus effrayant encore, le contrôle du champ. 3i Atlas brillait comme une torche. Son jumeau sombre était une poignée. Ensemble, ils n'étaient pas de passage. Ils étaient en train d'installer quelque chose. Derrière des portes closes, une expression qui était autrefois un titre racoleur dramatique est devenue un terme technique.
l'Armagédon cométaire. Il ne s'agissait pas d'un seul corps se précipitant sur une trajectoire de collision, mais d'une intervention orchestrée au niveau orbital. Les premières spéculations sur un essaim, plusieurs compagnons sombres suivant la même trajectoire hyperbolique, refirent surface avec vengeance. Les analyses actualisées d'anciennes images d'études, traitées désormais non pas pour la lumière, mais pour les absences, commencèrent à montrer de faibles indices statistiques suggérant que 3i Atlas n'était peut-être que le membre le plus brillant d'un train s'étendant sur des millions de kilomètres derrière lui. Chaque maillon de cette chaîne serait une nouvelle chance de tirer, une nouvelle encre, un nouveau bouton à tourner. Alors que la panique commençait à s'infiltrer à travers les fissures du calme officiel, quelques propositions désespérées se sont hissées en tête de liste. Un groupe voulait lancer tout ce que la Terre avait jamais lancé, avec des moteurs sur le problème. Prototypes de fusion, armes nucléaires désaffectées, voire les sondes interplanétaires vieillissantes qui tournaient autour de Mars et Jupiter. Fixer des propulseurs improvisés aux astéroïdes, les envoyer percuter le jumeau noir, prier pour qu'un tir cinétique à une fraction de la vitesse de la lumière puisse ébrécher la machine. Le contre-argument était d'une simplicité brutale. On ne peut pas frapper quelque chose qu'on ne comprend pas. Surtout quand chaque mouvement que l'on fait révèle ses capacités au constructeur. Une autre faction a pris le contre-pied. Si 3i Atlas et son partenaire étaient des instruments, des capteurs, pas des armes, alors la seule stratégie viable était peut-être de se faire discret. Éteindre les émetteurs à haute puissance, faire taire les industries les plus bruyantes, faire en sorte que la Terre, à quelques dizaines d'unités astronomiques de distance, ait l'air aussi ennuyeuse que possible. Juste un autre rocher humide, banal, qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Mais le génie ne rentrerait pas dans sa lampe. Radio, radar, laser, brouillard chaud des villes la nuit. L'humanité criait dans le vide depuis un siècle. Ceux qui suivaient la trajectoire de vol de 3i Atlas savaient déjà d'où venaient ces cris. Au milieu de ces débats, un événement est venu rendre la discussion purement théorique. Le binaire a effectué sa première manœuvre évidente. Jusqu'alors, chaque accélération étrange, chaque torsion non keplérienne pouvait être attribuée, même si cela semblait invraisemblable, au dégazage, au marais solaire ou à une erreur de mesure. Puis, en l'espace de 12 heures, le couple a ajusté son orbite mutuelle sans perdre le moindre gramme de matière observable. Le centre de masse s'est déplacé d'une infime quantité, juste assez pour modifier les points d'intersection à long terme de leur résonance avec la Terre et Mars. C'était l'équivalent céleste d'un doigt poussant 2 dominos d'1 millimètre l'un vers l'autre au début de la ligne. Il n'y avait pas de jet de poussée, pas d'éclair, pas de pic thermique. De l'extérieur, rien ne bougeait qui n'aurait pas dû bouger. Mais les calculs sont passés de peut-être naturel à absolument intentionnel en une seule itération. Le système n'exerçait pas seulement une force sur le système solaire. Il y répondait. La dernière couche de déni s'est effritée en quelques heures. Les mouvements religieux se sont fractalisés, certains proclamant que 3i Atlas était l'instrument de jugement tant attendu, d'autres insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un antidieu auquel il fallait résister par des rituels, le jeûne ou le suicide collectif. Les forums conspirationnistes, déjà gonflés par des années de panique moindre, ont explosé en 1000 scénarios spéculatifs. Dans les villes, des émeutes ont éclaté et se sont éteintes aussi rapidement que des orages, alimentées moins par des revendications claires que par un sentiment animal et flottant que quelque chose de fondamental n'allait pas dans le ciel. Pendant tout ce temps, le bourdonnement n'a jamais cessé. Au contraire, il est devenu plus complexe, se ramifiant en harmonique que certaines personnes pouvaient siffler avec précision sans savoir pourquoi. Les scanners cérébraux des individus sensibles ont commencé à montrer un nouveau schéma synchronisé. Des pics d'activité cohérentes reliant des régions qui ne communiquaient généralement que pendant la méditation profonde ou les crises d'épilepsie. Les centres du langage s'illuminaient sans aucune stimulation. Le cortex visuel s'activait dans l'obscurité. Lorsqu'on leur demandait ce qu'ils ressentaient, beaucoup de ces personnes donnaient la même réponse, avec des mots différents. Cela essaie de me montrer quelque chose, mais mon esprit n'est pas capable de le comprendre. La possibilité la plus terrifiante a pris forme dans le silence entre les réunions du laboratoire, dans les regards échangés sur des graphiques qui n'auraient pas dû exister. Et si le réajustement gravitationnel du système solaire n'était pas l'objectif final, mais une étape préparatoire, un moyen de mettre chaque orbite, chaque ligne de champ, chaque gaine magnétique en conformité avec un modèle plus ancien que le Soleil lui-même. Dans ce modèle, peut-être que les planètes comme la Terre n'étaient pas des habitats, mais des réacteurs. Des endroits où la chimie pouvait être mise en œuvre dans des conditions étroitement contrôlées, puis récoltée ou nettoyée à la fin de l'expérience.
3i Atlas, dans ce modèle, n'était pas un envahisseur, c'était le minuteur. Alors que le duo s'éloignait de l'éblouissement immédiat du Soleil, se dirigeant vers l'extérieur sur la partie de leur trajectoire qui les mènerait à travers l'influence de Jupiter, les tractions mesurables sur la trajectoire de la Terre restaient de présentes, subtiles mais cumulatives. Les simulations prévoyaient une fenêtre étroite dans laquelle les dégâts pourraient encore, peut-être, être maintenus en dessous des seuils d'extinction si des mesures drastiques étaient prises. Géo-ingénierie à une échelle jamais tentée auparavant. Miroirs orbitaux, injections sacrificielles de masse dans d'autres résonances pour contrer celles imposées. Même les optimistes admettaient que les chances étaient minces. Les réalistes affirmaient que la question importante n'était plus « comment arrêter cela ?», mais « comment vivre en sachant que notre ciel est programmable par quelqu'un d'autre ?» Au final, le cosmos n'a donné aucun discours, aucun ultimatum, aucun signe clair indiquant que la réaction de l'humanité avait la moindre importance. 3i Atlas et son jumeau sombre ont rétréci, passant de présages béants à des points lumineux, puis à un seul pixel obstiné dans les expositions les plus profondes. Le bourdonnement s'est estompé jusqu'à devenir inaudible pour l'oreille humaine, détectable uniquement dans les flux de données figés et les rêves étranges et synchronisés d'une minorité en déclin. Mais les chiffres n'ont pas oublié. Année après année, les périhélies se sont décalées, les saisons se sont écartées de leur ancien calendrier, les marées sont arrivées un peu plus tôt, puis un peu plus tard, tandis que la Lune et le Soleil négociaient avec un troisième maître absent. Les historiens du futur, s'il en restait pour écrire, traceraient probablement une ligne nette sur leur graphique et y inscriraient une date, le jour où les courbes gravitationnelles des planètes intérieures s'écartèrent de 2 siècles de prévision, le jour où l'ère des suppositions humaines prit fin. Nous voulions un signe que nous n'étions pas seuls. 3i Atlas nous l'apporta, enveloppé de glace, de feu et de silence. Et derrière lui, parfaitement invisible dans le noir, quelque chose d'autre continuait d'avancer, suivant les nouvelles lignes tracées dans l'espace-temps sans hâte, avec assurance, tenant déjà compte d'un système dans lequel un petit monde bleu avait finalement réalisé qu'il ne suivait plus sa propre trajectoire. Cette suite conserve le même ton sombre et conspirateur et la même configuration de comète binaire que vous avez utilisé pour vos précédents scripts 3i Atlas.